Bienvenue Mehdi Aliwa. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, Mehdi Aliwa. Je rappelle que vous êtes sociologue et spécialiste des mouvements migratoires. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du pacte mondial sur les migrations qui se veulent sûres, ordonnées et régulières. Oui. Donc ça démarre, ça vous fait sourire ça? Un petit peu, parce que c'est quand même un titre un peu exagéré. Au moins le terme ordonné peut-être aurait dû être pensé différemment, mais maintenant c'est là, on va le signer et c'est très bien. Donc le fait que ce soit sûr et régulier, ça ne vous gêne pas, mais Non. ordonné, c'est quoi? C'est le côté militaire, militaire ça vous renvoie des choses un peu... Oui, c'est ce côté-là, c'est un côté un peu bizarre, surtout c'est un historique, c'est-à-dire que les mouvements de population ne peuvent pas être ordonnés, ce sont les individus, les groupes auxquels ils appartiennent qui participent à organiser avec des médiateurs, avec des régulations qui viennent de l'État, etc. Mais les migrants ne marcheront pas au pas comme n'importe qui ne marchera pas au pas, c'est pas l'armée quand même. Ce temps est révolu en fait. Peut-être. Peut-être, c'est peut-être pas sûr. Je sais pas. Difficile de faire de la prospective vu. En tout cas, ça démarre aujourd'hui. Puis avant de rentrer dans le dur, comme on dit, dans le contenu de ce pacte qui devait être validé par les gouvernements du monde entier, en tout cas ceux qui sont présents à Marrakech, je crois que c'est à peu près une centaine de pays. Mm-hmm. Il y a les États-Unis qui ne seront pas là, l'Italie qui ne sera pas là, l'Autriche qui ne sera pas là, la Hongrie qui ne sera pas là, les Australiens non plus ne seront pas là, les Israéliens non plus. Donc comment le fait que ces pays-là aient boycotté, j'ai envie de dire, ce pacte mondial sur la migration, qu'est-ce que vous en déduisez vous? Alors il y en a qui seront pas là et qui ne signeront pas, il y en a qui seront pas là mais qui signeront. Donc il faut. Il y en a qui vont signer à distance aussi. Voilà. Donc, sur l'Italie, c'est pas clair encore, sauf s'il y a une actualité qui m'a échappé. En tout cas, officiellement, ils seront pas présents. Non, ils seront pas présents, mais ils n'ont pas annoncé qu'ils ne signeront pas. Donc c'est un entre-deux. Aujourd'hui, il y a une vraie géopolitique des migrations. Et dans cette géopolitique, il y a des rapports de force, comme dans toute géopolitique. Et dans ces rapports de force, on a plusieurs dimensions. On a des dimensions classiques entre États, entre gouvernements, entre pays puissants, entre pays du Nord, pays du Sud. C'est-à-dire enjeux, intérêts entre pays. Exactement. Et il y a aussi, bien sûr, une géopolitique des populations elles-mêmes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on est en 2018, les sociétés civiles, les gens qui bougent, que ce soit des élites commerçantes ou que ce soit des cadres supérieurs qui suivent la mondialisation. Le monde est mobile, les réseaux transnationaux de médias, le fait qu'on suive l'information d'autres pays, etc., fait que aussi on a des conflits, des rapports de force à l'intérieur directement des sociétés, mais qui sont connectés au monde. Et c'est ce qui va se passer à Marrakech, c'est associé la traduction de ces rapports de force et la volonté d'y mettre un peu d'ordre, en tout cas d'y mettre de la régulation étatique. Et c'est une très bonne chose. Et je tiens à saluer la diplomatie du Maroc, qui a quand même été assez proactive et vraiment, moi j'appelle ça, c'est même un soft power, hein. C'est-à-dire que la diplomatie migratoire marocaine est devenue un des éléments de soft power, un des éléments de projection de la puissance marocaine, puissance qui est toute relative. Notre pays n'est pas puissant, mais sa diplomatie, elle est devenue un peu plus grâce en fait à beaucoup d'intelligence et une stratégie bien pensée. Dynamique. Le fait que Donald Trump, par exemple, ait boycotté, d'ailleurs pas depuis quelques jours, c'est depuis 2017 en fait. Oui. Il avait annoncé clairement, je suis contre ce pacte. Parce qu'il boycotte pas Marrakech, il boycotte le pacte. Et en fait, mais je pense une position ferme en fait de Donald Trump depuis 2017. Oui, en fait, il voulait et il veut toujours finir avec l'héritage d'Obama. D'ailleurs, c'est une grande partie de ses électeurs, c'est ce qu'il disait, et c'est comme ça qu'il présente les choses, parce que les États-Unis étaient un petit peu à l'origine de ce qui avait été signé en 2016 à l'ONU, d'un texte, etc., notamment sur les réfugiés, et qu'il fallait élargir ça aux migrants. Donc les États-Unis ont été très proactifs vis-à-vis de ça, et donc pour Donald Trump, c'est une façon de tuer l'héritage d'Obama. Définitivement. Après le climat, c'est la migration. C'est ça. C'est l'agenda. C'est l'agenda, et c'est d'autant plus... c'est très parlant, parce que s'il y a bien deux éléments, il y en a peut-être d'autres, mais deux éléments qui sont globaux et qui nécessitent une approche globale, c'est bien le climat et les migrations. Parce que un migrant... C'est intimement lié, non? C'est intimement lié. Il y a une corrélation, il y a des... Non, pas toujours. Pas forcément. Je ne vais pas dire que les migrants sont responsables des changements climatiques et du réchauffement de la planète. Je comprends bien que le réchauffement climatique entraînerait des migrations, mais moi je ne suis pas très bien convaincu de ça. En tout cas, des exodes, ça c'est sûr, des mobilités. Après, il faudrait voir exactement comment ça se passe, et malheureusement, une fois que ça va arriver, on sera un peu trop tard. Donc on
peut peut-être prévoir cela, mais c'est plus au niveau du fait que la souveraineté des États ne peut pas stopper le nuage nucléaire de Tchernobyl. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Aérienne, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, le réchauffement climatique, si une partie de la population mondiale pense qu'elle pourra se réfugier dans des îles ou je ne sais où, c'est ne pas comprendre le risque global que fait peser le réchauffement climatique. Pour l'immigration, c'est pas une question de risque, mais c'est une question de mouvement. Une personne qui rentre dans un pays est forcément sortie d'un pays, voire est passée par plusieurs pays avant d'y arriver. Et donc, on peut pas gérer seul la question de la migration, parce que on peut à la limite gérer la question de l'intégration, la question de la résidence et de tout le droit des étrangers qui sont liés à la résidence. Sur le droit également. Exactement, mais pas les mobilités. Les mobilités, un État ne peut pas la gérer, ça bouge dans tous les sens. Et puis c'est peut-être le défi de ce pacte mondial. C'est ça le vrai défi. Le vrai défi. D'ailleurs, on y reviendra. Mais juste pour finir, Israël, par exemple, qui ne sera pas présent. Oui. Et a priori, qui ne va pas signer. Non, mais Israël, pour moi, c'est pas. Alors que c'est le pays qui a la plus grande diaspora. Non, mais même c'est issu même d'une diaspora. Oui, c'est même d'une diaspora, et puis ayant une diaspora la plus importante au monde, c'est ce qui m'a surpris. Mais Israël est sur une dérive totalement, enfin le sionisme en tout cas, est sur une dérive totalement fascisante et raciste. Donc, pour vous, en fait, c'est une réaction. Ah oui, c'est raciste, du racisme. Et xénophobe. Ah oui, le sionisme. Vous avez des personnes de couleur pas forcément, mais c'est-à-dire qu'ils font une distinction radicale entre qui est juif et qui ne l'est pas, et le fait d'être juif permet d'avoir accès à la citoyenneté israélienne, et donc il y a une distinction, par exemple, entre les descendants des Palestiniens qui sont devenus citoyens israéliens et les juifs israéliens. Donc et tout leur système est basé là-dessus. Donc bien sûr il y a des résistances internes en Israël, il y a une société civile qui peut critiquer ça, etc. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a une dérive sans fin anti-palestinienne et de là découle une vision du monde avec des murs, des frontières entre nous et les autres. Donc il est logique qu'ils ne veulent pas avoir affaire au pacte mondial. Et juste pour conclure, avant d'aller sur le contenu de ce pacte mondial qui devait être validé d'ici demain, sur l'Australie. Parce que l'Australie, je ne pense pas que ce soit un pays qui doit accueillir ou qui accueille en tout cas des flux migratoires importants. Alors je peux me tromper. C'est à l'autre bout du monde, c'est dans l'autre hémisphère. Et le Premier ministre australien a fait une déclaration en disant non, je ne signerai pas, on ne signera pas, parce que pour nous c'est un risque sécuritaire. Oui, mais c'est un délire total. Ah d'accord. Ah oui, d'abord parce que le pacte mondial ne dit pas qu'il faut laisser rentrer les gens n'importe comment. Et moi j'ai envie de dire presque malheureusement, mais on pourra y revenir parce que la question de la mobilité c'est un enjeu immense et c'est aussi un droit fondamental. Et on confond mobilité et installation, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais pour rester sur l'Australie, le fait que des gens des gouvernements signent un pacte, mais qui appellent chaque État à mettre en place des stratégies au niveau de leur souveraineté, au niveau national, mettre en place une amélioration des conditions d'accueil, s'engage à lutter contre le racisme, s'engage à réfléchir au niveau global de comment mieux améliorer le sort de vie des migrants, de créer des routes sûres pour empêcher les migrants d'être aux mains de... C'est ça qui est prévu dans ce C'est ça qui est prévu, mais c'est toujours au niveau national. C'est-à-dire que le pacte, ce qui est prévu... Qui va être décliné, c'est une décision mondiale et qui va être déclinée par territoire, par continent et par pays. Exactement. Malheureusement. C'est un truc à la carte ou c'est chaque pays c'est quelque chose d'uniforme en fait qui va être mis en place? Non, c'est pas à la carte. C'est-à-dire que ce sont des déclarations de principe. Alors maintenant, il restera parce qu'on verra ce qui va se décider aujourd'hui et demain dans les débats parce que c'est la question de ce qu'on appelle en sciences politiques l'implémentation. C'est-à-dire comment on va appliquer localement ce genre de choses. Mais c'est pas un droit qu'on doit implémenter, c'est plus des pratiques. Et donc il y a des pays, par exemple, qui ont des législations qui ne nécessitent pas d'être extrêmement retouchées par rapport à la question des migrations, des droits des migrants, des droits de l'homme en général. Il y a des pays où il n'y a pas grand-chose. Ils sont déjà dotés de lois et de cadres organiques qui permet de... Voilà. Il y a des pays, par contre, qui vont devoir aligner leur cadre juridique. Exactement, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est un engagement à un jour y arriver. Pour avoir... Je crois qu'il y a un horizon qui a été tracé par les Nations Unies à l'horizon 2030. Oui, mais cet horizon... Engagement pris par les États en 2018. Oui. Pour une mise en application, une mise en œuvre d'ici 2030. Oui, mais par exemple... 12 ans devant eux. Par exemple, je donne un exemple, et restant sur le cas marocain. Dans la loi marocaine, il n'y a pas de loi contre le racisme. Donc je peux tenir des propos racistes, infamants, dégradants
attentatoire à la dignité humaine, et je ne pourrais pas être condamné contre ça. Et même par rapport au code de la presse, etc., même si au Maroc, on a de la chance, on est assez mesuré sur beaucoup de choses au niveau de la presse, mais potentiellement, il s'est déjà arrivé avec Maroc Hebdo qui titrait Le Péril Noir, s'il y avait une loi contre le racisme, une ONG ou un groupe d'individus aurait pu porter le titre de presse aurait pu être poursuivi. Exactement, et d'ailleurs aurait mérité pour cette une, parce qu'il diffusait, parce qu'on montrait les visages d'hommes noirs à genoux, les yeux baissés, etc., il aurait mérité une condamnation, enfin une condamnation symbolique. On ne dit pas qu'on va mettre les gens en prison, mais ça peut être aussi un fait aggravant. S'il y a par exemple des violences vis-à-vis des migrants et que derrière ces violences il y a un côté raciste, eh bien on dit il y a un fait aggravant, etc. Ça n'existe pas au Maroc. C'est-à-dire que le défi challenge pour nous Maroc qui accueillons ce 11e pacte mondial de la migration, oui. Ça va être que le cadre juridique va bouger un petit peu et qu'on va devoir aussi faire voter des lois pour dénoncer, condamner des actes racistes, des propos racistes, des propos xénophobes. Par exemple, peut-être c'est pas l'urgence. Oui. Je pense que c'est important, mais c'est aussi aux parlementaires. C'est pour ça que le pacte n'est pas en train de dire ce que doivent faire les pays. Ce sont des choses qui sont des déclarations assez générales, mais ils disent les pays qui ne sont pas dotés de législation qui protège assez bien les migrants. Donc ça peut être aussi l'accès aux soins, l'accès à l'école, à l'éducation, la question sensible des femmes migrantes, la question des enfants également. Oui, la question de la nationalité. Est-ce que pour le Maroc, est-ce que les enfants qui naissent au Maroc et qui grandissent au Maroc dans notre pays, qui vont à l'école marocaine, est-ce qu'ils vont devenir des Marocains comme les autres ou pas? Toutes ces questions-là, c'est aux parlementaires, c'est au peuple marocain. Donc il y aura des débats qui seront tenus au niveau des parlements. Voilà, ce que s'engage l'État marocain en signant ce pacte-là, c'est que ces débats-là soient tenus. Qu'est-ce qu'il en sortira? Ça appartient au peuple. C'est pour ça que ça ne touchera pas à la souveraineté. Dans tous les parlements dont les pays sont membres des Nations Unies et qui sont présents à Marrakech. Et qui ont signé ce pacte. Donc il y aura des débats parlementaires avec des législations qui devront nécessairement accompagner l'adoption de ce pacte. Et c'est une excellente chose, et je tiens encore une fois à dire que le Maroc a été vraiment très proactif là-dedans, et c'est très bien dès le moment où il faut être fier de son pays sur beaucoup de choses, mais c'est bien qu'en plus on est content de voir le Maroc à ce niveau-là diplomatique. Je ne sais pas si nos concitoyens, si nos éditrices et nos éditeurs s'en rendent compte, mais il faut bien rappeler que le Maroc a réussi un tour de force. Malheureusement, certains pays refusent de venir signer, mais ce qu'a réussi à faire le Maroc en le signant à Marrakech, c'est un tour de force diplomatique. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que le fait que dans l'extrême droite européenne, et moi je classe Salvini là-dedans sans aucune nota d'âme, le ministre italien, c'est le fait que ce soit à Marrakech, ça rajoute dans le fantasme raciste de certains Européens. Ah bon, d'accord. Ah oui, symboliquement. Aussi bien chez les Italiens que le mouvement, aussi le courant PJD en Allemagne, qui a appelé un rassemblement la semaine dernière, samedi dernier, pour boycotter pour dénoncer ce pacte, en fait. Je pense que dans tous les cas, il y a aussi la dimension du fait que ce soit organisé au Maroc, à Marrakech, chez des personnes, chez des musulmans, chez les Arabes, c'est ça, en fait. C'est ça, ou chez les... Pour les crus, Arabes, musulmans, Africains, des gens noirs, pas comme nous. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu pendant plusieurs siècles, une hiérarchie raciale qui s'est imposée dans l'ordre colonial, qui a permis de coloniser les pays en disant ce sont pas des gens qui sont capables de s'organiser eux-mêmes, ils sont un peu sauvages, etc. Voire même on a rendu esclaves, on a traité des humains comme du bétail. Cette histoire-là, elle n'est pas finie dans l'inconscient de beaucoup de monde. C'est pas en 2, 3, 4 générations que, vous savez, l'un des indépendances, c'était encore hier. Je comprends que pour des jeunes qui n'ont pas connu ça, c'est tout nouveau, mais ça reste dans l'inconscient de beaucoup de gens, notamment de beaucoup d'Européens qui sont vivants aujourd'hui, notamment le troisième âge. Ils ont même participé des fois aux guerres coloniales, la guerre d'Algérie, tout ensemble de choses. Et donc du jour au lendemain de dire les Marocains sont capables d'être vos égaux et on est capable de faire la voix de l'Afrique et de porter des combats parce qu'il faut rééquilibrer, il faut sortir de ces anciennes visions coloniales. Il y a des gens qui ne supportent pas. C'est un paradigme avec des impacts cérébraux peut-être totalement relativement lourds. Exactement, ce qui les empêche de voir la réalité de ce texte, parce que dans la réalité de ce texte, finalement, c'est beaucoup d'Européens vont le signer et c'est à moindre frais. Ils vont à moindre frais par rapport à un engagement qu'ils devraient avoir vis-à-vis des migrations notamment africaines qui meurent, dont une grande partie meurt en Méditerranée. À moindre frais, ils vont pouvoir se faire comme on dit en français, une virginité médiatique, passer pour des héros, alors qu'en réalité, ils vont pas mettre grand-chose en place demain, malheureusement, parce que le texte n'est pas contraignant. Donc le fait que la droite identitaire et l'extrême droite soient tellement anti-texte, c'est que
cerveau s'est bloqué, ils n'ont pas lu ce qu'il y a dedans, ils ont été incapables de voir à quel point ça pourrait éventuellement servir leur intérêt. À nous de faire en sorte que ça serve nos intérêts marocains, nos intérêts africains. Je vais pas bien sûr être le défenseur de ces courants néo-nazis ou d'extrême droite, qu'ils soient allemands ou hongrois ou autrichiens ou italiens. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi, Mehdi Aliwa, selon vous qui êtes un expert, un spécialiste des questions migratoires, suffisamment d'explications, de pédagogie aussi, de faits? Malheureusement, parce que moi je vois par exemple par rapport à ce pacte mondial de la migration, quand vous dites que c'est pas contraignant, peut-être qu'il y en a beaucoup qui le savent pas, c'est pas une obligation pour les pays qui vont l'adopter, qui vont le ratifier. Aussi les enjeux de la migration, c'est pas quelque chose qui va perturber le quotidien de celle ou celui qui vit dans une contrée rurale en Allemagne ou en France ou en Italie ou en Roumanie ou en Autriche, et que tout ça effectivement on a un peu de mal. Donc ne pas toucher. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogie, pas suffisamment d'information, pas suffisamment de communication? Oui, il n'y en a pas du tout, et malheureusement quand il y en a, une grande partie de cette information, de cette pédagogie est polluée par des faux débats, par des faux chiffres, ou même quand l'information est juste et bien traitée, il y a toujours le « oui mais ». Ça fait depuis longtemps, depuis 2003, 2004, que je fais des plateaux radio, télé, à des dimensions, bien sûr, à des propres dimensions. Mais en France, ici, ailleurs dans le monde, etc., j'ai souvent des oui, mais. C'est-à-dire que même quand on est capable d'entendre les faits sociologiques, les faits démographiques sur la migration, on a une réponse, oui, mais quand même, on peut pas accueillir la misère du monde, oui, mais quand même, il y a trop de monde, oui, mais quand même, il faut des... Et même quand on dit, mais attendez, je vous donne les chiffres... Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous répondez, Mehdi Aliwa. Quand on vous dit, voilà, si par exemple un Casablancais, un Rbati, une personne au Maroc, parfaitement équilibrée, pas foncièrement raciste ou xénophobe, qui vous dit, moi, professeur Mehdi Aliwa, moi je vais aussi vous dire oui, mais parce que je considère qu'aussi au Maroc, on n'est pas forcément prêt, disposé à accueillir d'autres personnes, alors qu'on a un chômage de masse, on a aussi des problématiques pour les jeunes en termes de débouchés, d'horizon. Oui, on est souvent un peu démunis parce que le 8 mai arrive après un argument qu'on pense être un argument scientifique de force. Donc par exemple, sur le cas marocain, l'argument il est assez simple à comprendre. Il s'agit d'un nombre extrêmement petit de personnes, 50, 60, 70 000 au maximum, dans lesquels 50 000 ont été régularisés, issus essentiellement du continent africain, mais aussi au-delà, puisque des gens des Philippines, des gens d'Irak, des gens bien sûr de Syrie assez nombreux, et que le Maroc ne peut pas vouloir être en Afrique sans que l'Afrique soit chez lui, et le Maroc ne peut pas vouloir qu'on protège ses citoyens qui sont presque 5 millions à l'étranger, 5 millions contre la diaspora marocaine, contre 70 000 sur son sol. Vous voyez la disproportion qu'il y a, sans être capable d'accueillir aussi un peu sur son sol les gens et de bien les accueillir. Mais en plus, d'autant plus que on ne leur donne rien qui nous coûte de l'argent. Ils n'ont pas de pension, ils n'ont pas d'assurance chômage, ou tous les droits qu'ils vont ouvrir seront exactement les mêmes droits des Marocains. Et s'ils ouvrent ces droits-là, c'est parce qu'ils cotisent. Donc les gens payent des impôts. S'ils ont un contrat, aussi une activité professionnelle. S'ils ont une activité déclarée, eh ben ils participent à toutes les caisses de solidarité nationale, la retraite, la CNSS, etc. Ils mettent de l'essence, donc du carburant, donc il y a aussi bien sûr la TVA. Ils achètent leur baguette de pain tous les jours, leur litre de lait. Exactement, ils louent leurs appartements, etc. Même quand ils sont très pauvres, contrairement au grand fantasme qu'on a raconté par exemple sur la région de Bourkhalef, qui est l'ouest de Bourkhalef qui passe. Le quartier Elfen à Tanger, oui, ils cassent les portes, ils squattent, etc. Bien, il y a toujours des gens qui vont squatter, qui vont dormir comme dans toutes les sociétés, dans toutes les populations. Il y a des gens qui vont tricher, mais la majorité écrasante, c'est comme on dit l'effet d'optique en fait. Oui. Et les migrants, surtout quand ils sont sans papier, surtout quand ils sont dans des situations de domination, partout dans le monde, les migrants sont les plus respectueux des lois parce qu'ils ont trop peur de se faire arrêter ou trop peur d'attirer le racisme ou la violence de leurs voisins. Et donc, ils rasent les murs partout. Et c'est comme ça, depuis des siècles, qu'on observe les migrations. Et tous les travaux le montrent. Les migrants, généralement, cotisent plus. Je suis pas chez moi, entre guillemets, donc je me tiens tranquille. Voilà. Au moins au début et les premières générations. Pour ce pacte mondial sur la migration, c'est pas, si j'ai bien saisi, l'objectif, c'est pas de bloquer, de stopper la migration et les flux migratoires. C'est de pouvoir les encadrer, Alors les deux sont possibles. Les deux. La frontière entre stopper, fluidifier, encadrer, ordonner. Oui, voilà. Mais non, les deux sont possibles parce qu'il est prévu tout ensemble de dispositions sécuritaires
qu'on a le texte expliqué comme étant soi-disant quelque chose qui va sauver les vies aux migrants, mais qui pose de vrais problèmes déontologiques, notamment au niveau des droits. Mais c'est pas grave. Il reste à chaque nation d'arriver à le discuter, et reste aux diplomaties au niveau international de voir comment on va l'implémenter dans chaque nation. Je donne un exemple, le fichage. Il est prévu d'utiliser les big data et le fichage systématique, notamment avec les données biométriques. Or, s'il n'y a pas un droit réellement international, ce qui ne sera pas le cas avec ce pacte-là, qui va encadrer toutes ces opérations de police. Le problème qui va se passer, c'est qu'on va faire circuler entre administrations, des données personnelles de personnes, de migrants, jusqu'aux données biométriques, etc., sans que les personnes puissent faire appel à cette décision, se protéger, etc. D'ailleurs, n'arrive pas à encadrer les GAFA. Il y a circulation aussi de données personnelles. Il y a eu le scandale récemment, il y a quelques mois, de Facebook. Je sais bien. Donc, du coup, est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant vis-à-vis de la gouvernance mondiale en matière de migration, alors que sur les GAFA, aucun État n'y arrive. Non, mais justement, contrôler et puis éviter la fuite comme ça de données personnelles d'individus. En fait, mon propos, il n'est pas comme ça. D'abord, moi, je suis pas un rédacteur du pacte et je suis pas non plus le plus grand défenseur de ce pacte. Je vois les choses très positives qu'il y a dedans, mais j'essaie de montrer aussi ce qui ne va pas et qui seront en fait des enjeux pour demain. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est bien d'avoir ce pacte, mais il est vraiment très insatisfaisant sur tout ensemble de choses, notamment sur la protection des migrants, mais je reviens. Pour rester sur, vous avez dit le terme important, une gouvernance globale ou une gouvernance mondiale, à l'échelle mondiale des migrations. Voilà. Ce pacte ne le prévoit pas. Et même en règle générale, il n'y a pas suffisamment de gouvernance mondiale. Et c'est peut-être là où il y a un problème, c'est qu'on n'a pas réussi sur tout ensemble de choses, le climat, les migrations et plein d'autres choses, l'économie, etc. La finance, etc. On a en fait une dérégulation plus qu'une régulation mondiale. Et c'est ça le paradoxe. Nous, ce qu'on voudrait, je veux dire les citoyens du monde qui pensent que on est des citoyens d'un pays, mais aussi des citoyens du monde. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des régulations mondiales, des textes mondiaux et des possibilités de protection, de recours, etc., qui permettent d'associer tout ce type de régulation. La régulation locale, nationale, régionale, mondiale. Or, on n'a pas cette articulation. Donc ça veut dire que par exemple ce qui s'est passé, tous les drames d'ailleurs humains qu'il y a eu au niveau de la Méditerranée là, encore dernièrement d'ailleurs, il y a une quinzaine de morts de personnes qui, alors qu'il n'y a aucune personne qui n'a bougé, personne qui n'a porté secours à ces migrants qui ont perdu la vie il y a quelques jours. Cet espace méditerranéen, parce qu'il nous concerne directement, il est sous l'autorité de qui ? C'est bien ce que j'expliquais, c'est bien là le problème, et même le droit maritime, qui est un droit international qui est assez simple à comprendre, où il y a l'obligation pour les marins qui sillonnent à côté de gens qui sont naufragés de les prendre en charge, et il y a l'obligation de porter secours, en fait, et il y a l'obligation pour toutes les nations qui sont signataires d'accueillir le bateau le pays le plus proche de là où il y a le naufrage ou recueillir, d'accueillir, etc. Et on voit que ça pose vraiment des problèmes que certains refusent d'accueillir. Donc on est vraiment, parce qu'il y a un manque de régulation mondiale. Mais ça même en amont. Pourquoi les gens vont mourir en mer ? Ça, c'est des choses qu'il faut quand même rappeler. Les gens vont mourir en mer parce ils font les choix déraisonnables de prendre des routes dangereuses, mais avec raison, parce qu'ils savent avec raison que de l'autre côté, il y a une forte chance qu'ils finissent par être intégrés dans les pays où ils vont. Parce qu'en Europe, il y a un besoin de migrants. Et il y a un besoin de migrants ou il y a besoin de main-d'œuvre ? Migrants, main-d'œuvre, les deux en même temps. Une problématique d'ordre démographique qui fait qu'ils ont nécessairement besoin de main-d'œuvre. Alors, il y a le cerveau. Il y a la main-d'œuvre, mais il n'y a pas que la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, on pourrait imaginer, et c'est déjà dans le pipe, comme on dit, que le IT, les intelligences artificielles, que l'automatisation, la robotique, etc., que la capacité de travailler, de faire beaucoup de choses réduit ce risque de main-d'œuvre. Par contre, il y aura des métiers où ce sera toujours le cas, mais surtout, il y a une question de système social, de système au niveau économique.
tous les États sont surendettés. Il y a des États européens qui le sont moins que d'autres. On voit bien avec notre pays, voilà, la Cour des comptes a rendu son rapport 84% d'endettement, etc. Dette souveraine. Mais voilà, de dette souveraine. Donc, mais c'est toute l'Allemagne un peu plus. Ouais, bien sûr, mais c'est tous les. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, il faut bien des gens qui dynamiquement participent à rembourser cette dette. Or, ce qu'on oublie, c'est que la démographie a été un des éléments de remboursement. Le fait qu'il y ait toujours plus d'enfants et plus de jeunes qui viennent dynamiser, etc., et qui payent les retraites pour les gens âgés, a été le système voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, comment on fait? Est-ce qu'on va faire une société de vieux? Est-ce que derrière ce pacte mondial de la migration, c'est intéressant d'aller sur le terrain économique? Oui. D'ailleurs, je pense que vous avez complètement raison, d'ailleurs. Il y a aussi cet enjeu-là, qui n'est pas avoué forcément par les politiques, mais qui constitue le véritable enjeu. Et qui fait qu'aujourd'hui, le repenser la migration et les flux migratoires, c'est important parce qu'il y a un enjeu aussi économique qui est prioritaire pour les États. Oui, c'est un enjeu économique, mais c'est un enjeu économique qui pourrait soit se transformer en un enjeu d'installation, et avec la voie classique, l'immigré, c'est celui qui quitte un pays et qui a de moins en moins de liens avec son pays pour s'intégrer dans un pays dans lequel il va devenir citoyen. Et ça, c'est la vision classique. Or, aujourd'hui, les migrants sont citoyens de 2 pays, voire de 3 pays, font des allers-retours. Sont à l'aise culturellement d'être... De plus en plus. Pas forcément à l'aise. Hein. Ça crée des conflits. C'est pas quelque chose de facile, de fluide, etc. Ça crée des conflits. Mais il y a la volonté de vivre à cheval sur plusieurs nations, sur plusieurs pays. On le voit bien avec nos compatriotes, d'accord, qui des fois ne parlent pas vraiment l'arabe, sur plein de choses, ils sont plus trop marocains, mais qui restent très attachés à tout ensemble de symboles pour signifier leur marocanité. Et leur attachement. En fait. Et leur attachement. Et des fois même, ils préfèrent jouer pour l'équipe nationale de foot, ou pour les boxeurs préfèrent boxer avec les couleurs du Maroc. On peut multiplier les exemples. On a cet attachement, même quand on voit que c'est des gens qui sont tout de même très insérés dans les sociétés où ils sont. Et c'est pas parce qu'il y a un manque d'intégration là-bas, c'est parce que le monde de demain est un monde où on a plusieurs appartenances. Ce que j'appelle la multi-appartenance. On n'appartient pas simplement à une identité figée. Et les États nationaux sont plutôt, on le voit bien avec le Maroc, pendant longtemps, étaient figés sur identité. Nous sommes des Arabes et des musulmans. Or, on n'est pas que arabe, on n'est pas que musulman, et même quand on est arabe et musulman, on a de plus en plus de nouvelles identités. Il faut savoir jouer avec ça, et on a un peu de temps de retard, pas qu'au Maroc, hein, même dans le monde, par rapport à ces évolutions. Ces évolutions qui se veut supranationale, en fait, ce pacte. Voilà, moi je préfère dire transnational que supranational. C'est peut-être ça qui a peut-être dérangé aussi Donald Trump, le fait de pas avoir la main là-dessus, de pas avoir la maîtrise en fait. Oui, mais moi il me fait rigoler. Co-gestion. Il me fait rigoler. La moitié de ce qu'il consomme, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, il vient du monde. Mais lui, il a aussi un problème avec les Mexicains. C'est extrêmement tendu à la frontière aussi. C'est du pur racisme, ou en tout cas de la xénophobie. Mais par exemple, Donald Trump adore tweeter. Je veux bien que derrière il y a des entreprises américaines, mais toute la production est en Chine, hein. Donc partout, et tout un ensemble d'algorithmes qui sont faits par des Indiens, même ou des migrants qui vont immigrer dans la Silicon Valley. Donc tout ce qu'il utilise comme matériel pour pouvoir tweeter et souvent dire des choses tout de même un petit peu désobligeantes sur le monde, c'est sur la base d'intrants qui sont venus d'ailleurs, voilà. En dehors des États-Unis. Donc s'il veut aller vivre au milieu de la Virginie et chasser avec des arcs et des flèches les ours, tant mieux pour lui, mais qu'il nous laisse tranquille. Nous sommes dans un monde mondialisé et il faut trouver des formes pour limiter les injustices que crée ce monde mondialisé et pas démondialiser, c'est l'inverse. Et injustice pour l'homme et pour l'humanité, voilà. C'est cette dimension-là. Mais juste sur le pacte mondial de la migration, est-ce que quelque part, vous disiez tout à l'heure, vous avez cité un titre de presse qui avait titré le Péril noir, mais est-ce qu'il n'y a pas péril en la demeure? Il y avait urgence aussi aujourd'hui, ce que les gouvernements mondiaux, sous l'égide des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, puissent apposer en fait, jeter les bases d'une nouvelle approche. Oui. Et que là, ça pressait, parce que je crois que ça a été conditionné par la crise, la forte crise migratoire meurtrière d'ailleurs. Oui, que je préfère appeler crise de l'hospitalité. Crise de l'hospitalité. Oui, parce que c'est pas une crise migratoire. Ouais. Le nombre de migrants effectivement avait beaucoup augmenté, mais ça restait totalement raisonnable pour absorber ce flux. Et ici, il avait augmenté. C'était pour 2 raisons. Choc, il y a eu beaucoup de véhicules. C'était les Syriens et c'était les gens qui vivaient en Libye. 2 guerres, 2 situations chaotiques, des gens qui doivent fuir. En tout cas, ce pic, de crise, de forte crise migratoire en 2015, c'est ça qui a traduit, me semble-t-il, la mise en place de ce pacte. Certainement. Voilà. Et vous avez remarqué que c'est très européano-centré. Oui, c'est pour ça que j'ai posé cette question. On meurt, c'est pas en Chine ou dans la mer de Chine qu'on meurt. C'est en Méditerranée, en face de chez nous. En face de chez nous, à quelques kilomètres et de ce chez sont nous. nos compatriotes aussi.
Complètement. Donc, c'est quoi? C'est parce qu'il y a péril à la demeure, il y a véritablement urgence aujourd'hui? Oui. Mais pas qu'aujourd'hui, il y a urgence depuis 30 ans. Mais est-ce qu'il y a une urgence plus exacerbée, j'ai envie de dire, aujourd'hui? Parce qu'il y a eu aussi ce qui est exacerbé de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, c'est la montée de l'intolérance, des partis xénophobes, le repli identitaire aussi qui est de plus en plus visible. Donc il fallait trouver nécessairement une solution et une réponse, apporter des réponses en tout cas. Oui, je pense que nous vivons dans un monde en mouvement, un monde qui bouge, les capitaux bougent, les idées bougent, etc. Vous êtes au Maroc, vous avez Netflix, que vous payez votre abonnement, que vous avez acheté à Darlef un DVD téléchargé non autorisé. Donc on est, tout ça bouge, mais même l'islam bouge. En Europe, les gens se convertissent à l'islam. On change notre façon de pratiquer aussi l'islam, de consommer. Donc on est dans un monde qui bouge. Où nous, on bouge, les humains, mais ça reste une minorité, c'est moins 300 millions sur 7 milliards d'êtres humains, bientôt 8 milliards. Donc c'est une minorité de gens qui migrent, mais on bouge 300 millions sur 7 milliards. Ouais, donc c'est 3% de la planète. Donc c'est même pas la population américaine. Non, même pas. Donc on exagère beaucoup les faits sur la migration, mais si on les exagère, c'est parce que comme tout bouge, que nos sociétés bougent et que nous-mêmes nous sommes en mouvement. On habite à Barchid, mais on vient travailler à Casa. Donc on est dans les mobilités, on est dans l'islam, mais en même temps on regarde des choses et on se pose la question, est-ce que c'est halal, c'est pas halal. Donc toutes ces questions qu'on se posait pas avant, ou pas avec autant de force. L'humanité entière, avec chacun, avec la culture d'origine, avec les impératifs économiques qu'il vit, se pose ces questions-là. Et donc, il est urgent, dans ce monde qui bouge, d'arriver à trouver des formes de régulation qui soient des régulations globales, qui ne dépendent pas que des nations ou des localités. Il y a des solutions qui doivent se trouver globalement pour qu'elles agissent localement. Et ce qu'on regarde, ce qu'on se rend compte, c'est que dans ce monde en mouvement, où la mobilité c'est l'affaire de tous, tout le monde ne bouge pas avec les mêmes facilités. Il y a des gens qui doivent prendre des transports en commun compliqués, voire qui meurent dans les transports en commun. Il y a des injustices, il y a des gens qui ont des grosses voitures et des gens qui doivent aller marcher à pied. Il y a des gens qui ont un jet privé et d'autres personnes qui n'ont pas de voiture. Il y a des gens qui ont des visas, d'autres qui n'ont pas de visa. Donc la mobilité, ça joue déjà du quartier. Selon la catégorie sociale en fait. Sociale, du quartier pour pouvoir aller à son lieu de travail, il faut prendre plein de taxis clandestins qui font payer plus cher, etc. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Ça commence là, mais jusqu'avec la question des visas, où un Européen peut venir bronzer à Marrakech sans visa, là où un Marocain qui voudrait visiter la Tour Eiffel doit passer par tout un ensemble de dispositifs humiliants, dégradants pour pouvoir visiter. Y compris le Marrakech. Y compris le Marrakech qui pourtant doit recevoir... Mais juste pour terminer, c'est aussi une hiérarchie raciale. Parce qu'on le comprend bien. Elle est sociale et ensuite raciale, ou elle est d'abord raciale et ensuite sociale? Elle est d'abord sociale et ensuite raciale. Parce que, pourquoi elle est raciale? Parce que pour quelqu'un de la classe moyenne française, un instituteur, il peut venir bronzer à Marrakech sans aucun problème, il a les moyens économiques et il a le bon passeport pour pouvoir bouger. Par contre, c'est pas le cas pour un instituteur marocain. Pour la classe moyenne marocaine, qui touche moins d'argent, ça coûte plus cher, ça impacte plus son budget. Mais en plus de ça, il y a tout un ensemble de... C'est l'accessibilité, quoi. L'accessibilité au visa. Donc il y a aujourd'hui une lutte sur l'accès à la mobilité. Voilà. Et même les gilets jaunes, si vous regardez bien les gilets jaunes en France, c'est l'actualité. Oui. C'est parti de, on va augmenter l'essence. Moi qui vis dans un douar français loin de tout, où pour aller à la poste, à l'école, il faut que je fasse 30 km. Si tu augmentes l'essence, comment je fais pour vivre? Et donc on sent bien qu'il y a une lutte aujourd'hui politique et sociale dont on parle pas assez, qui est liée au droit ou à l'accès à la mobilité. Et donc c'est là où il y a un positionnement qui se fait par l'individu, une appréciation de ces questions migratoires du migrant et du statut du migrant et de ce qu'il peut représenter. Exactement. La différence dans le monde du 19e et du 20e siècle, c'est que cette hiérarchie sociale et raciale était basée sur l'économie, sur l'accès au mode de production, si on prend un terme marxiste. Et donc, on avait un sentiment de classe, d'appartenance de classe. On pouvait retrouver ça avec la question, par exemple, dans les colonies, des gens qui sont battus pour les luttes d'indépendance. Donc, il y avait un lien avec ces mouvements dits de gauche, du socialisme, communisme, anarcho-syndicalisme, tous ces mouvements-là de gauche qui étaient basés sur une dimension économique. Aujourd'hui, c'est pas que cette dimension économique elle a disparu, mais elle se recompose différemment et elle rajoute la question de la mobilité. Donc voilà, ces élites circulantes qui vont à la Mamounia, qui bronzent tranquillement pendant que nous on crève sur place. Et ce discours-là, on l'entend partout. Même ici au Maroc, on l'entend de dire mais moi je suis un Marrakechais et je peux même pas aller visiter ce que visent les touristes. Donc il y a des tensions et ces tensions là-dessus bien sûr les pyromanes
identitaire. Les fascistes de tout poil vont l'utiliser, qu'ils soient islamistes ou autres. La toile, et puis surtout la toile d'ailleurs. Et essentiellement que la toile. Ah, oui. Et les réseaux sociaux. Ah, ça joue, ça découple. Mais la toile, c'est la mobilité. C'est l'accès au numérique, c'est l'accès au monde, voilà. À l'information. À l'information. Bonne, pas bonne, fausse, erronée. Bon, ouais. C'est la mobilité. En tout cas, ce pacte mondial, pour vous, vous le saluez? L'adoption. Oui. Voilà. Oui. Sans aucune équivoque, même si à l'intérieur, je dis, il n'y a pas de choses assez protecteurs. Donc, Mehdi Ailiwa signe. On signe, et demain, Ouais. on discute pour pouvoir l'améliorer et aller plus loin. C'est une étape. C'est un point de départ. Voilà. Pour marcher, il faut déjà se mettre debout. Mehdi Ailiwa, juste sur l'actualité aussi, il y a quelques jours, il y a eu la nomination de Amina Bouayesh, qui a remplacé Driss Yazami. Oui. Je crois savoir que vous connaissez très bien Driss Yazami, c'est-à-dire Oui. le connaître professionnellement, ne serait-ce que vous avez peut-être travaillé aussi avec lui. Oui, j'ai travaillé avec lui, mais sujets sans. migratoires. Ouais. Oui, mais sans. Enfin, c'est-à-dire, j'ai plus collaboré. Collaborer en temps. Voilà Ouais. que. Voilà. En tout cas sur les questions Oui, sur les questions moi, je tiens migratoires. vraiment à rendre un hommage. J'ai vu ça. Vous l'avez fait vous aussi? Oui, j'ai Il fait n'y a ça. pas que les sur néo-nazis Facebook. allemands qui utilisent les réseaux sociaux pour Non, communiquer. heureusement. Il y a aussi Mehdi Ailiwa. Oui. Voilà. Ouais. Non, il faut vraiment rendre hommage à ce grand monsieur qui a fait beaucoup pour son pays, qui a fait beaucoup pour notre pays, qui a mis en avant des principes fondamentaux dans les questions des droits de l'homme, la dimension de l'égalité, la dimension de la réciprocité. Si moi je des droits, ben toi aussi tu vas avoir des droits, avec beaucoup de pédagogie, qui a favorisé les débats contradictoires, qui a accepté de faire s'asseoir autour de table plein de gens différents et qui n'avaient pas l'habitude. Je pense que le livre d'histoire rendra hommage à Driss Yazami. Et bien sûr, en tant que spécialiste des migrations, c'est la question du changement de politique migratoire marocaine à qui on doit beaucoup pour Driss Yazami, qui a réussi à faire en sorte que les Marocains comprennent qu'ils sont devenus aussi un pays d'installation et qu'il faut en débattre, et qu'il faut qu'on trouve à l'intérieur de notre pays la force d'accueillir les gens qui nous demandent qu'on les accueille par un devoir qui est un devoir musulman, qui est un devoir humaniste d'hospitalité. À l'égard des personnes qui sont entre guillemets étrangères. Étrangères, exactement. Et sur beaucoup de questions, même par exemple sur la question des droits des chrétiens à exercer leur culte librement ici. À l'égard des minorités religieuses. À l'égard des minorités, il s'est exprimé à l'égard de beaucoup de choses, et je pense que c'est ce qui fait grandir. Les gens pensent que c'est pas l'urgence. Non, on juge une société de la manière dont elle traite ses minorités. Et lorsque les minorités acquièrent des droits, c'est toute la société qui en bénéficie. Et quelles que soient les minorités. Et quelles que soient les minorités. Et sur concernant Amina Bouayesh, bon courage. Parce que voilà. Bon courage à elle. Elle a fait 2 postes. Oui. Un pour qui se veut humble. Vous avez dit ça, humble d'ailleurs à l'égard de Driss Yazami, en disant que je serai reconnaissant à jamais. Oui. À l'égard de Driss Yazami. C'est vrai. Pour l'action qu'il a menée en faveur des migrants. Oui. Et Amina Bouayesh, c'est lui souhaiter bonne chance. Oui. Tous vos vœux de réussite. Exactement, c'est une excellente chose que Sa Majesté ait nommé une femme. Ça fait vraiment plaisir, ça donne vraiment une image. Et puis d'abord, elle-même, au-delà d'être une femme, c'est je veux dire, au-delà de son genre, c'est une femme d'action qui a mené beaucoup de combats. Qui était à la tête de l'OMDH, l'OMDH, mais aussi de la Fédération internationale des droits humains. Donc c'est quand même. Donc c'était le profil idoine aussi. Pour moi, c'était un excellent profil. Et puis je lui souhaite bon courage parce qu'il y a encore beaucoup de conservatisme de tout poil, des conservatismes au niveau de l'État, où il y a des pratiques qui sont pas autoritaires, qui sont pas encore finies, dans certaines administrations. À l'intérieur, il y a des gens qui veulent changer et des gens qui ont du mal, les réflexes reviennent. On le voit régulièrement. Il y a des conservatismes religieux, il y a des conservatismes de classe. Sociaux, il y a des gens qui ne veulent pas partager. Et donc le chemin est semé d'embûches, mais je pense que la ligne donnée dans la stratégie par notre chef de l'État, par Sa Majesté, est assez claire. On va vers l'avenir et bravo en tout cas, Amina Bouayesh, à ceux qui ont participé à ça. Pour raconter sur Mehdi Ailiwa, donc sur vous, parce que vous avez conclu votre message sur Facebook en totalement disant bénévolement. Courage, oui, mais courage, nous sommes avec vous. Oui, mais comme avec Driss Yazami, totalement bénévolement, sans aucune rétribution, rien du tout. C'est avec elle, s'il y aura besoin, je serai toujours là, mais en situation totalement bénévole. Je suis d'abord et avant tout un universitaire. Je suis là pour apporter une pensée, et cette pensée, j'essaye de la rendre la plus accessible au plus grand nombre. Universitaire et militant aussi, non, je pense. Militant, mais au sens de citoyenneté, oui. Oui, je pense qu'il faut décloisonner les savoirs. Je pense que les gens ont besoin de connaître les choses. Et je suis sociologue, et un sociologue, on a une obsession. Peut-être les psychiatres ont les leurs. Moi, mon obsession, c'est le lien social. Comment on va continuer à vivre ensemble? Connecter socialement. Il faut connecter. Voilà. Et donc, parfois, on pense la 5G va permettre de connecter un petit peu plus les individus ou pas? J'espère. Ou au contraire, va avoir des effets négatifs sur le lien social?
dessouder le lien social un peu plus ou Non, mais ressouder. On peut toujours faire d'un événement, on peut toujours faire, ou d'une faiblesse, d'un événement, on peut toujours en faire une force. Mais c'est à nous de vraiment le vouloir. Et là, c'est un discours un peu militant, effectivement. Mais je pense que c'est comme ça que les choses se passent. On pense que je suis un sociologue engagé, de gauche, etc. Je ne renie pas du tout ces appellations. Mais c'est pas simplement une question de positionnement politique. C'est une question de bon sens. On ne peut pas continuer dans des systèmes totalement anciens en 2018. Il faut qu'on retrouve une nouvelle nature du lien social. Et de toute façon, si on ne le fait pas, la société s'en chargera elle-même. Et après, on paiera l'hypocrisie si ça se passe mal. C'est le cas au niveau des flux migratoires. Exactement. Les gouvernements ont peut-être eu un temps de décalage, Exactement. un temps différé pour réagir. En tout cas, bien, merci une fois de plus à vous. C'est moi qui vous remercie. Mehdi Aliwa. C'est toujours un plaisir d'être là. Toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir. Sociologue et spécialiste des mouvements migratoires et aussi, vous présidez une chaire. Oui. Migration, mobilité, cosmopolitisme. Oui. Voilà, l'Université internationale de Rabat. Oui, mon université m'a fait l'honneur en titulaire d'une très belle chaire qui est à destination du grand public, même si les mots peuvent paraître compliqués. Il y aura des dimensions très académiques, un peu intellectuelles, mais il y a aussi des actions beaucoup plus à destination de... Ça a déjà été le cas. J'ai formé, par exemple, des cadres associatifs d'associations de migrants subsahariens. Voilà, donc c'est vraiment essayer de rendre accessible au plus grand nombre le savoir. Donc c'est le tissage du lien social au travers de relais. Voilà. Citoyens. Exactement. Donc merci une fois de plus à vous et je vous souhaite une belle journée, Mehdi Aliwa. Merci.